4 janvier 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans ce journal version française. Merci de nous rejoindre sur Viva pour vous informer. Tout de suite, concernant les actualités de ce jour, les sociétés Colas et Poma, en charge des travaux de la réalisation du projet transport par câble, sont en train de procéder à des études géotechniques du sol où seront implantés les pylônes du transport par câble. Ces études détermineront l'endroit exact où devront être implantés les pylônes, selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat aujourd'hui. Face aux inquiétudes de certaines personnes sur le projet, ce projet ne comporte aucun risque en matière de sécurité car la société en charge des travaux est le premier dans le monde dans ce domaine. Reportage de Natera Koutoumave et de Nzara Jiansou. C'est un projet à moindre de risque d'insécurité. Le transport par câble est un projet qui a été minutieusement étudié. Selon le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat, qui est le premier responsable de ce projet présidentiel, face aux inquiétudes de certaines personnes, le projet transport par câble possède un point de groupe de rapatriement en cas de panne de courant sur l'un des deux gares. Un groupe de puissance sera également mis en place obligatoirement sur un gare sur deux afin de faire fonctionner régulièrement le téléphérique en cas de délestage ou de panne technique. Il est également improbable que les cabines puissent chuter du haut des câbles, selon le secrétaire d'État. De plus, tous les lieux au-dessus desquels passera le téléphérique bénéficieront des mêmes mesures de sécurité, car les cabines ne passeront pas seulement au-dessus du collège Saint-Michel, mais également au-dessus de nombreuses infrastructures et de nombreux quartiers. Il n'y a rien à craindre, a souligné le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat. 20 à 30 cabines passent entre deux gares selon la fréquence des passagers. Le passage des cabines se fait sans bruit. Seuls les gares et les pylônes émettent quelques bruits qui sont moindres que ceux produits par des motos et des voitures. De plus, aucune fréquence et aucune onde n'est émise par les pylônes, a expliqué le secrétaire d'État en charge de la nouvelle ville et de l'habitat, car ils sont similaires aux poteaux électriques de la Jirama. Au niveau de la distance des câbles et des cabines par rapport aux infrastructures au-dessus desquelles elles passeront, elle sera au moins 10 mètres selon les normes. Le secrétaire d'État en charge des nouvelles villes et de l'habitat a souligné que le projet est à l'étape des études géotechniques actuellement en vue de l'installation des pylônes. Cette année 2022 est l'année de la concrétisation des grandes infrastructures, a avancé Herman Narazaf Maïf, président du Sénat. Ce dernier a attesté des réalisations du régime actuel malgré les difficultés dues à la pandémie. Par ailleurs, le président du Sénat a déclaré qu'il est grand temps de s'entraider. Reportage de Mervoulat Sferena sur les images de Anzara Razonarville. Les projets portant sur les grandes infrastructures du gouvernement font toujours l'objet de blocages, selon le président du Sénat. En ce qui concerne le transport par câble, ce dernier a affirmé ce jour que ce projet constitue une solution environnementale, économique et sanitaire pour la population de la capitale. Le président du Sénat a également souligné que l'année 2022 est l'année pour la concrétisation des différents projets. En effet, le président de la République a exposé plusieurs grandes infrastructures à réaliser pour cette année lors de son discours de fin d'année, à savoir la rénovation des ports, la construction d'autoroutes, la réhabilitation de nombreuses routes nationales, notamment celles qui relient les communes. Et à noter que ces différentes constructions auront des répercussions directes sur l'économie nationale. Le président du Sénat a également touché un mot sur la lutte contre la pandémie. Il a avancé que selon les statistiques, Madagascar fait partie des pays qui ont pu maîtriser la propagation de la Covid-19 depuis l'année 2020, et ce, grâce à l'autorité qu'a fait preuve le président de la République. Toutefois, le président du Sénat fait appel à la vigilance de tout un chacun dans le respect des mesures sanitaires dans la lutte contre la Covid-19. La centrale hydroélectrique d'Indékalé n'est pas en état de produire de l'électricité suite à l'incendie du premier transformateur. En effet, la machine de régulation d'eau a cessé de fonctionner, entraînant l'inondation de la centrale. Les techniciens sont toujours en pleine réparation des dégâts, notamment la réhabilitation et le remplacement des câbles. La centrale doit urgemment produire de l'électricité au minimum un tiers de sa capacité de production quotidienne pour réduire les délestages tournants, d'après le directeur général par intérim de la Jirama, Anna Martina. Un manque de 10 MW pour le réseau interconnecté d'Antananarive
est constaté durant la journée, un manque qui s'élève à 30 MW la nuit, suite à l'incendie du transformateur du 30 MVA survenu dimanche dernier. Cet incident qui a également provoqué l'arrêt de la production d'électricité au niveau de la centrale d'Indékalek. Le circuit de commande régulant l'admission d'eau dans la centrale hydroélectrique a cessé de fonctionner, ce qui a entraîné le dysfonctionnement des câbles et l'inondation de la centrale, arrêtant complètement les activités de cette dernière. Nous sommes actuellement à Indékalek. Nous sommes descendus sur place pour constater en effet de visu les dégâts. Le transformateur numéro 1 est pris feu. Il y a donc ce qu'on appelle une bobine à l'intérieur d'un des accessoires du transformateur. Cette bobine a été mal isolée à cause de sa vétusté. Bien, il y a eu une explosion à l'intérieur de cette bobine. Il y a eu un court-circuit qui a fait exploser la bobine et qui a enflammé l'huile à l'intérieur de cette bobine. Donc, cette huile, ce feu s'est répandu sur le réservoir d'huile à côté également et du coup l'incendie s'est amplifié. Le feu a pu être maîtrisé mais a causé donc la perte du transformateur numéro 1 ainsi que les câbles de puissance et de commande des autres transformateurs. À noter que la centrale d'Indékalek, qui est l'une des centrales approvisionnant majoritairement le réseau interconnecté d'Antananarive en produisant 90 MW. Le délestage tournant est donc inévitable dans le réseau interconnecté d'Antananarive. Il y a donc un impact sur la production, bien entendu, puisqu'il n'y a plus de production d'électricité malheureusement en ce moment. Et conséquence, le circuit de commande qui réglait les bâtards d'eau également est hors d'usage, ce qui a provoqué l'augmentation du niveau d'eau au niveau de la centrale. Donc on l'a vu tout à l'heure, l'eau est en train de monter aujourd'hui. Clairement, il faut vider l'eau et en parallèle, les équipes vont travailler 24 heures sur 24 pour pouvoir démonter et réinstaller, donc recabler le transformateur numéro 2 qui commande le groupe numéro 2 afin de pouvoir recommencer à produire 30 MW dans les prochaines heures. On espère pouvoir arriver demain. À l'heure actuelle, la centrale d'Amoumanamboul, d'Amatlampi, d'Antelumit et d'Antirabé assure l'approvisionnement en électricité du réseau interconnecté d'Antananarive. La rentrée scolaire du troisième bimestre est reportée au 17 janvier prochain, autant pour les établissements scolaires publics que privés dans la région Analamang. Cette mesure a été prise étant donné la recrudescence des cas de Covid-19. Reportage de Saï Sylvain. Selon cette note de service du ministère de l'Éducation nationale, les vacances de Noël se prolongent pour les établissements scolaires de la région Analamang. La rentrée scolaire prévue pour demain 5 janvier est reportée au 17 janvier. Cette décision est effective pour les établissements scolaires publics dans la région Analamang, mais également pour les établissements scolaires privés, d'après les informations recueillies auprès de l'Office national de l'enseignement privé. Ces établissements scolaires ont dès lors été informés de cette décision afin qu'ils respectent cet ajournement de la rentrée scolaire. L'année dernière, les vacances ont été avancées au 11 décembre. Par ailleurs, le ministère a déjà présenté plusieurs alternatives concernant le programme scolaire. Actuellement, il est primordial de préserver la santé des élèves et des enseignants et diminuer ainsi la propagation de la Covid-19. Pour rappel, dans la région Analamang, plus de 4000 cas et 70 décès ont été recensés en 2 semaines. Les lieux publics ainsi que les bureaux administratifs au sein de la commune d'Amboudjatchim doivent impérativement être désinfectés d'après les explications du maire ce jour. Ces mesures s'inscrivent dans le cadre de la lutte contre la Covid-19. Par ailleurs, tout rassemblement est toujours interdit d'après les informations. Fin de la Mireille Yves Janel. Le marché et les bureaux administratifs sont des lieux où le coronavirus est susceptible de se propager rapidement, compte tenu du grand nombre de personnes qui y circulent. C'est pourquoi la commune d'Amboudjatchim a procédé à leur désinfection. Par ailleurs, toutes les mesures sanitaires sont toujours en vigueur.
Des écoles privées et publiques au nombre de 15 ont également fait l'objet d'une désinfection ce jour dans la commune d'Amujachim. Le BNGRC, ou le Bureau national de la gestion des risques et catastrophes, procédera à partir de demain à la mise en place des drapeaux de code couleur rouge sur les hauteurs de la capitale et des zones à risque en matière d'éboulement suite aux fortes précipitations observées ces derniers temps. Le drapeau rouge qui est un avis de danger imminent. Néanmoins, les principaux concernés, comme les habitants de Tsimialnzaf, refusent de quitter leur demeure. Reportage. Les habitants de Tsimialnzaf refusent de quitter leur maison, une partie de Tsimialnzaf qui a été délimitée comme étant zone rouge en termes de risque d'éboulement. Cela fait des années qu'ils y habitent, d'où ce refus total de déménager. D'après cet habitant, c'est le non-respect des mœurs et des tabous, comme l'interdiction de consommation d'ail ou de porc, qui est à l'origine des éboulements. Il souligne qu'il ne craint rien et persiste à rester dans sa demeure. Mais face aux fortes précipitations et pour éviter d'éventuelles catastrophes, le BNGRC va procéder à la mise en place des drapeaux de couleur rouge au niveau des lieux à risque, comme les hauteurs d'Ampamarinen et Tsimialnzaf, à partir de demain. Ce drapeau qui exige aux résidents de quitter immédiatement les lieux étant donné les risques d'éboulement. Le directeur général du BNGRC, au Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes, invite donc les principaux concernés à déménager au plus vite chez leurs proches ou alors à s'inscrire au niveau de la commune afin que le BNGRC puisse prendre les dispositions nécessaires à leur sujet. Ce dernier ne cesse également de sensibiliser les habitants concernés par le drapeau rouge à suivre les instructions car le risque qu'ils y perdent leur vie est très élevé. Les alentours du fleuve d'Ikoup sont actuellement en alerte jaune suite aux fortes précipitations qu'on a connues en Tananarive. Les riverains devront donc déménager immédiatement afin d'éviter d'éventuels dangers, d'après le BNGRC ou Bureau national de la gestion des risques et catastrophes. Les précipitations seront encore plus intenses la semaine prochaine, d'après les services de la météorologie, d'où la nécessité des déménagements. Il est primordial de respecter les instructions d'après le BNGRC dont l'équipe est déjà sur terrain. Le bilan de la gendarmerie nationale indique que cette année, les fêtes de Noël et de fin d'année se sont généralement passées sans trop de problèmes comparées à celles de l'année dernière. Les accidents et l'insécurité ont également connu une baisse, notamment dans le milieu rural. D'après les explications fournies par le commandant responsable de la communication auprès du Toudra Tsimanjave, ces résultats ont été obtenus grâce à la coopération des forces de l'ordre avec la population, une action entreprise dans le cadre du Tanamar Onifanji Paleman. Le ministère des Travaux publics informe les usagers de la route nationale RN12A reliant Wangenjan et Fort-Dauphin que suite aux détériorations des deux bacs de la rivière de Massianak, PK 215 plus 500 et celle de Marourouille, PK 125 plus 0, la circulation sera momentanément suspendue pour cause de réparation et de remise en état de fonctionnement des bacs. Mais concernant à présent les actualités internationales, en France, coup de théâtre à l'Assemblée nationale dans la nuit de lundi à mardi où l'examen du projet de loi transformant la passe sanitaire en passe vaccinale a fait l'objet d'une suspension surprise après qu'une majorité de députés ont refusé par un vote à main levée la poursuite des débats. France 24. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Il est minuit passé de quelques minutes. Le gouvernement demande la prolongation. Et alors que l'Assemblée n'a pas fini de discuter des plus de 500 amendements déposés par les députés, le ministre de la Santé demande la prolongation des débats dans la nuit. Nous considérons que l'enjeu en vaut très largement la chandelle. Les Français attendent des mesures pour pouvoir les protéger et nous souhaitons aller au bout de ce texte et sans délai. Merci. S'ensuit un vote à main levée. Et coup de théâtre, des députés de gauche, d'extrême droite et de droite votent contre la prolongation de la séance. On suspend. Mauvaise surprise pour le ministre de la Santé. Sur Twitter, Jean-Luc Mélenchon parle d'une correction contre Olivier Véran. Marine Le Pen évoque une victoire pour la démocratie. Quant à la députée Les Républicains Brigitte Kuster, elle écrit que ce texte mérite mieux qu'un débat en catimini.
De leur côté, les députés de la majorité pointent du doigt l'irresponsabilité des oppositions. Car le couac risque de repousser l'entrée en vigueur du pass vaccinal que le gouvernement voulait mettre en place dès le 15 janvier. Cette mesure rend obligatoire la présentation d'un schéma vaccinal complet pour accéder aux lieux de loisirs, restaurants, bars, théâtres, cinémas, mais aussi aux transports interrégionaux. Le texte prévoit également le durcissement des sanctions contre les fraudeurs. Avant la 10e conférence d'examen du traité sur la non-prolifération TNP prévue cette année, les 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU ont réaffirmé lundi leur engagement pour prévenir la poursuite de la dissémination de l'arme suprême, affirmant qu'une guerre nucléaire ne pouvait être gagnée. Reportage. Éviter une guerre nucléaire et freiner la course planétaire aux armements. Tel est le double objectif des États-Unis, de la Chine, de la Russie, du Royaume-Uni et de la France, auteurs d'une déclaration conjointe ce lundi. Une référence à peine voilée des 5 membres permanents du Conseil de sécurité de l'ONU, tous détenteurs de l'arme nucléaire, à la Corée du Nord et surtout l'Iran. Téhéran, qui est accusé par l'AIEA d'accélérer son programme d'enrichissement d'uranium. Nous affirmons qu'une guerre nucléaire ne peut être gagnée et ne doit jamais être menée. Les armes nucléaires doivent servir à des fins défensives, de dissuasion et de prévention de la guerre. Un stock d'ogives nucléaires en constante baisse depuis le milieu des années 80, lorsqu'on en comptait plus de 70 000. En 2021, l'arsenal mondial est d'environ 13 000 armes. Avec près de 12 000 ogives à eux deux, la Russie et les États-Unis possèdent 90% de l'inventaire mondial. Très loin devant la Chine, la France et le Royaume-Uni, suivent le Pakistan et l'Inde, qui sont avec Israël et la Corée du Nord les 4 puissances nucléaires non officielles. Pour Moscou, Washington, Pékin, Paris et Londres, ce communiqué conjoint est une tentative de rassurer l'opinion mondiale. Toutes ces parties devaient initialement se retrouver en janvier pour examiner le traité sur la non-prolifération, le TNP, signé en 1968 et regroupant 190 pays. Mais la réunion a été reportée à cause de la crise sanitaire. Elizabeth Holmes, ancienne star de la Silicon Valley qui promettait de révolutionner les tests sanguins avec start-up Theranos, a été condamnée lundi pour fraude par un tribunal de Californie, une sanction rare dans le monde de la tech où les désillusions sont pourtant monnaie courante. Reportage de France 24. Après 7 jours de délibération, le jury a rendu son verdict. Elizabeth Holmes est condamnée pour fraude. Le verdict dans cette affaire reflète la culpabilité d'Elizabeth Holmes dans cette fraude à grande échelle des investisseurs et elle doit maintenant être condamnée pour ses crimes. À l'issue de 3 mois de procès, la fondatrice de Theranos, qui promettait de révolutionner les tests sanguins, est reconnue coupable d'escroquerie. Selon le jury, elle aurait délibérément trompé ses investisseurs pour lever plus de 700 millions de dollars. Il y avait un appel aux investisseurs qui a été enregistré où elle faisait des déclarations. Il s'est avéré que c'était faux qu'elle ait travaillé avec l'armée ou qu'ils aient eu des contrats avec les compagnies pharmaceutiques. Et le jury, je suppose que c'est sur ça qu'il a basé sa décision. Le procès a tenu en haleine toute l'Amérique, car l'histoire d'Elizabeth Holmes a les apparences d'une success story. À 19 ans seulement, la jeune femme fonde Theranos, la start-up qui promet des tests plus rapides et moins chers que les laboratoires pharmaceutiques. Elle parvient en quelques années seulement à lever des fonds auprès de prestigieux investisseurs. Très vite, l'entreprise est valorisée à près de 10 milliards de dollars et sa fortune personnelle estimée à près de 4 milliards. Mais en 2015, le Wall Street Journal découvre le poteau rose. La fabuleuse machine promise par Theranos n'a jamais fonctionné. L'engrenage judiciaire s'enclenche. Elizabeth Holmes risque une lourde condamnation à plusieurs dizaines d'années de prison. La peine sera prononcée à une date ultérieure par le tribunal fédéral. C'est également avec ce reportage que nous terminons l'édition d'aujourd'hui. Tout de suite après ce journal, vous avez rendez-vous avec le premier film de la soirée, Encounter. Quant à moi, je vous donne rendez-vous pour demain pour de nouvelles informations.